Et on se retrouve pour le deuxième volet de ce reporter consacré à la situation au Mali. François Hollande, le président français, vient d'affirmer que la souveraineté serait rétablie sur la quasi-totalité du territoire d'ici quelques jours et que les troupes françaises entameraient leur retrait à partir de la fin avril. Mais la question qui se pose est celle de la capacité de l'armée malienne et des forces africaines engagées sous l'égide de l'ONU à tenir le terrain reconquis et à assurer la sécurité. Les djihadistes sont-ils vraiment anéantis ou ont-ils simplement opéré un repli stratégique ? C'est ce que nos reporters sont allés vérifier sur le terrain auprès des forces françaises, mais aussi auprès de la population de Gao qui vit encore dans la crainte d'un retour de ces djihadistes qui, pendant 10 mois, ont fait régner la terreur sur la ville. C'est un reportage signé Roméo Langlois, Luc Braun et Khalil Béchir pour France 24. Un checkpoint à l'entrée de Gao. Ces militaires ont une hantise, les attaques suicides. On leur demande de soulever leurs habits parce que ces gens-là, ils sont capables de tout. C'est des djihadistes. Pendant 10 mois, Gao a vécu sous la botte des milices islamistes. Fin janvier, grâce à l'armée française, les soldats maliens ont repris la ville. Alors on est très fiers des Français. C'est des gens qu'on a aimés avec toutes les cœurs. On est prêt à mourir à côté de n'importe quel moment, n'importe quelle heure. Aujourd'hui, Gao sort d'un mauvais rêve, absurde et violent. Au cœur de la ville, la place de l'indépendance, rebaptisée place de la charia sous les djihadistes. Le charia, c'est ici qu'ils vont appliquer tout, à la place d'indépendance. Ils ne veulent pas des gens qui fument, ils ne veulent pas des gens qui n'appliquent pas leur charia. Au nom de la loi islamique, les djihadistes ont instauré une justice brutale. À Gao, les châtiments étaient publics. Autant de souvenirs morbides sur les téléphones portables. Fumer une cigarette, consommer de l'alcool, des vices soignés à coups de fouet par les djihadistes. Et pour les délits comme le vol, un tarif plus élevé encore. S'ils ont coupé ça comme ça, on soulève ça comme ça, on dit tout le monde de Naka dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça peut pas aller. Il nous a merdé, hein, vraiment. Il nous fait souffrir ici. Hein. Vraiment. À Gao, ils sont une dizaine, comme Issa, à avoir subi le même sort. Ce qu'ils ont fait ici, on m'a mené ici sur la poteau, là, on m'a fait s'asseoir dans une chaise. Ils ont attaché mes deux mains, deux pieds. Ils ont parlé en arabe. Ils ont pris les couteaux, ils ont dit Allah Akbar seulement. Ils ont mis ça sur ma main, ils ont coupé ça. Et je ne sais pas comment ils ont pris. On m'a pris à mener à l'hôpital comme ça. Je ne sais pas là où ils ont pris la main. Je n'ai pas pu vivre la main quand même. Accusés de vol, Issa et Al-Jelas ont toujours clamé leur innocence. Les gens ne sont pas d'accord avec ça, mais ils ne sont pas là pour pouvoir pour prendre la défense. C'est eux qui dirigent tout. Il n'y a personne qui peut parler. C'est lui qui a parlé. Ils vont lui faire du mal, même peut-être plus que moi-même. Ils ne sont pas des musulmans. Ils sont des bandits. Même bandit est mieux que... Parce que peut-être bandit, souvent, il va avoir pitié. À l'image de ces hommes, Gao est une cité meurtrie. Les djihadistes avaient investi les bâtiments publics. Ils ont été dévastés par les frappes aériennes françaises. Aujourd'hui, l'administration est à terre. Au palais de justice, les islamistes ont résisté jusqu'au bout. Il y a eu des kamikazes, ils ont explosé, même quoi. Il y avait le sang sur l'escalier là-bas. Il y a beaucoup de bouts d'hommes dans ça. Alassane est un ancien membre d'Ansardine, l'une des milices qui régnait sur Gao. Lui dit avoir renoncé au djihad, pas comme de nombreux jeunes qui auraient été fanatisés. Les jeunes qui ont été avec eux, ils vont être d'accord d'être kamikazes. Mais dans mon idée, moi, c'est le contraire. Je ne veux pas être kamikaze de personne. Non loin du palais de justice, ce centre culturel était devenu le quartier général d'Ansardine. Il y a plus de 60-80 hommes des fois.
Surtout quand il y avait des chefs qui sont venus d'Abrousse ou bien Kidal. Ici, les recrues étaient initiés au maniement des armes. Et surtout, à l'islam radical. Alassane est partisan de la charia, mais selon lui, les djihadistes ont péché par excès de zèle. Quand tu es marié, hein, tu as utilisé une femme dans la rue, on applique ça sur toi, on te enterre jusqu'au cou, on te jette avec des cailloux jusqu'à tu vas mourir. Hein? Tout ça là, ça fait partie de notre charia, mais je ne suis pas d'accord avec eux parce qu'ils ne sont pas venus avec patience avec les gens. Hein? Ils ont mis la pression sur les gens et ils veulent appliquer toujours la charia avec pression. Donc c'est ça qui a fait qu'ils ont fait faux pas. Ouais, c'est de rentrer comme ça, mais il ne faut pas filmer... Direction un autre camp d'entraînement à l'orée de la ville. C'était celui du Moujao, le principal groupe armé qui régnait sur Gao. Les militaires, là, il ne faut pas filmer, voilà. On va vous montrer l'endroit, on va filmer, ah voilà. Il faut les dire de descendre. Aujourd'hui, la zone est sous la garde des soldats nigériens de la force africaine. Encore des bâtiments frappés par l'aviation française et désertés en catastrophe. Et au milieu des décombres, des documents du Moujao. Des listes de nouvelles recrues, des rapports de mission et même des caisses de munitions d'origine libyenne. Une centaine de djihadistes s'entraînaient ici, ce que devait nous raconter ce voisin, mais brutalement, il se rétracte. J'ai peur parce qu'il n'y a pas une semaine, ils ont tué le chef Kunta ici, par interview. Ils sont venus, ils l'ont vu à la télé, ils sont venus à son domicile, on l'a enlevé, on l'a tué. Ça fait 3 jours maintenant. Ça fait tout juste 3 jours qu'il est mort. La peur règne encore à Gao, car au-delà des limites de la ville, on est en terre inconnue et la menace djihadiste pèse toujours. Alors quand l'armée française sort en brousse, le dispositif est important, 15 blindés et plus d'une centaine d'hommes. Problème technique, la patrouille est à l'arrêt au milieu du désert, en territoire encore hostile. Puis avec les arbres, on voit pas très bien. Puis vu que c'est une bulle à 360 degrés, on peut pas savoir où tout ça vient. Ouais. Et toujours la menace des civils. Paysans innocents, kamikazes ou informateurs potentiels. Secteur de surveillance alterné par rapport au véhicule de devant. Est-ce qu'on peut avoir un suivi des véhicules contrôlés en tête là? Ils disent rien, faudra qu'ils me le diront, je te le dirai. Reçu maintenant. Panne réparée, la patrouille arrive au village d'Amakouladji, à 40 km de Gao. Ils sont partis pour quelle raison alors? Auprès des villageois, les soldats cherchent des informations sur les djihadistes. Depuis qu'on est ici, ils ne sont pas revenus. Non. Vous ne les avez jamais revus? Jusqu'à présent, on ne les voit pas, mais et après vous? Hein? Et après vous? Qui nous dit qu'ils ne reviennent pas? Ou bien ils ne sont pas là, cachés quelque part? Personne. Donc c'est la frénésie. Chez nous, c'est la frénésie, vraiment. On était traumatisés par ces gens-là. Ah, cela, c'est quand même important. Retour à Gao, où les soldats maliens n'ont pas les moyens des Français. Pour vous, c'est vrai, avec une jumelle, c'est nettement mieux quand même. Chef des opérations, le colonel Dako inspecte ses troupes sur les rives du Niger. Et là, vous avez quoi comme arme ici? Les quartiers. Ouais, ok, très bien. Voilà. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un autre élément d'observation de surveillance dans ce côté avec lequel vous avez contact? Oui. Mais alors, comment est-ce que vous établissez le contact avec eux? Bon, on n'a pas de radio entre nous. Ah oui, d'accord. Pas de radio, pas de jumelles. Merci, faites reposer. Une armée désorganisée, longtemps discréditée,
accusé d'exaction, mais qui, pour avoir libéré Gao, commence à reconquérir le cœur des habitants. Vive l'armée! Vive l'armée! Que Dieu te bénisse! Que Dieu t'aide! Que Dieu maudit les ennemis de Mali! Merci beaucoup, merci. Signe qu'une page est tournée, les bars de Gao, saccagés par les djihadistes, ouvrent à nouveau leurs portes. Pour l'instant, ce sont surtout les soldats qui en profitent. Le Petit Dogon est le premier établissement de la ville à resservir de l'alcool. De toutes les façons, il faut chasser la peur. De toutes les façons. À un moment ou un autre, il faut bien que quelqu'un prenne les monopoles, la décision, le risque de commencer pour voir la situation. Donc on a pris le risque, jusqu'à présent ça va. Malgré la peur, malgré les pénuries, la vie reprend son cours dans la capitale du Nord Mali. Le paradis est à l'ombre de l'épée, proclamait ce panneau du Moujao, fraîchement repeint. Aujourd'hui, les habitants retrouvent goût au plaisir profane. La musique, par exemple, interdite sous les djihadistes. À nouveau, garçons et filles marchent ensemble, sans complexe, dans les rues de Gao. Je suis très heureux parce que vraiment, quand les gens sont là, vraiment, on ne peut pas s'arrêter avec une fille et puis on ne peut rien faire. Donc maintenant, on peut arrêter avec une fille et faire ce qu'on a envie de faire. Maintenant, je suis très contente que les armées sont venues. Avant là, que les islamistes sont là, on ne peut même pas s'amuser avec les garçons. Mais maintenant, je suis très contente et courageuse. Merci. Si tu t'arrêtes comme ça sans porter hijab, va porter hijab. Shaitan. Maintenant, on ne peut même pas marcher dans la rue. Si tu ne mets pas de hijab, on va couper ta main ou tes pieds. Si tu sors avec un garçon, on va te mettre le charia. Le football lui aussi reprend ses droits. La ville sort d'un long tunnel. Timidement, ceux qui avaient fui commencent à revenir. Mais Gao repart de zéro. Tout reste à reconstruire. Voilà, tout reste à reconstruire à Gao et on retrouve Roméo Langlois qui est de retour du Mali. Bonjour Roméo. Bonjour. Les populations qui avaient fui Gao et ces 10 mois d'enfer que vous nous avez montré dans ce reportage, sont-elles aujourd'hui de retour? Non, loin de là. On estime qu'il y avait environ 80 000 personnes qui vivaient à Gao et pendant l'année 2012, donc pendant l'occupation djihadiste, il y a environ les 3/4 de la population qui ont fui, donc qui sont partis vers les pays voisins, notamment le Burkina Faso et le Niger, ou vers la capitale Bamako, où elles se sont pour la plupart installées dans des familles d'accueil. Alors aujourd'hui, elles commencent à revenir, mais très timidement. On voit des camions chargés de familles qui étaient déplacées, qui reviennent à leur ville sur la route Bamako-Gao, qui a été sécurisée, où le transport terrestre a repris, mais c'est un retour très lent puisqu'environ 6 000 personnes ou 7 000 personnes étaient revenues il y a une dizaine de jours, selon une ONG locale, selon une ONG de Gao. C'est un retour très lent pour deux raisons. D'abord parce que apparemment la situation sécuritaire laisse encore à désirer. Ces populations ont le sentiment que la zone... On le voit dans votre reportage, hein, il y a cette inquiétude permanente. Il y a une véritable peur. Les gens sentent que Gao est relativement sécurisé, mais que partout alentour, c'est un no man's land où les djihadistes sont encore présents, même s'ils sont cachés, ils sont encore actifs. Et d'autre part, à Gao, il n'y a absolument rien à faire pour ces populations. Il y a un marasme économique, il y a un chômage endémique, une crise humanitaire, une crise sociale. Une administration qui s'est délitée. Une administration en ruine. Il y a très peu de représentants de l'État. La plupart des documents administratifs ont été brûlés. Il n'y a pas de travail. Donc il n'y a absolument aucune perspective d'avenir pour les populations qui se sont déplacées et qui donc hésitent à rentrer au pays. Alors, on le voit dans votre reportage, les faiblesses de l'armée malienne. Hein. On entend ce commandant ou ce colonel dire qu'il n'y a pas de jumelles, qu'il n'y a pas de radio. On voit bien les difficultés. Par ailleurs, les Français ont annoncé donc leur retrait, le début du retrait pour la fin avril. C'est quoi les perspectives pour cette région et ce nord du Mali ? Bien, c'est absolument la grande question, le grand défi auquel sera confronté le Mali dans les mois qui viennent, puisqu'effectivement l'armée est très mal équipée, elle est en phase de reconstitution, et même de reconstitution
morale, avait dit un représentant de l'État français. Elle est accusée d'exaction, elle a perdu énormément de crédibilité. Donc la question de la capacité de l'armée malienne à tenir le nord du pays est très délicate. D'autant plus qu'il y a le problème Touareg. Il faut savoir qu'à l'extrême nord du pays, notamment dans la région des Iforas, ce sont les Français... Là où des combats se poursuivent encore là où les contre combats les les plus durs, tranchés, absolument, là où les combats les plus durs ont lieu en permanence, à la frontière avec l'Algérie, les Français et les Tchadiens combattent seuls les djihadistes. L'armée malienne n'est absolument pas présente. Et pour cela, ils ont passé une alliance plus ou moins avouée avec les forces du MNLA, donc avec la principale rébellion Touareg qui opère dans la région. Or, il faut savoir que le MNLA est très hostile à Bamako et donc aux forces de sécurité maliennes. Ils n'ont aucune envie de voir l'armée arriver dans leur bastion, sur leur territoire. Donc la capacité de tenir l'extrême nord du Mali, une fois que les Français seront partis, de savoir qui contrôlera cette région, est absolument importante. Dernière question, rapidement, sur la réconciliation entre ces populations noires et ces populations arabes au Mali. Oui, c'est l'autre grande question auquel sera confronté le Mali, puisque la présence djihadiste, puis la reprise des combats, puis les exactions perpétrées aussi par l'armée malienne ont accru des tensions séculaires entre les Maliens à peau blanche et les Maliens à peau noire. Donc savoir comment va se réconcilier la population, c'est très difficile. Cela passe par une justice, par une capacité de l'armée malienne à reconstruire le territoire et bien sûr par la résolution de la crise sociale dans la région du Mali, puisque les tensions ethniques perdurent tout le temps sur fond de marasme social. Merci beaucoup Roméo Langlois de retour du Mali. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.